Le flashback de Loki touche à sa fin, nous ramenant à ce jour fantomatique de la mort d'Harold. Comme toujours, cela s'accompagne de nombreux détails, notamment une compréhension plus approfondie des effets de chaque contrat d'ému du fruit légendaire d'Alb et de l'autre fruit potentiel lié au Hummer Ragnar. Analysons donc ensemble ces derniers chapitres. Sur la couverture Hatchin, pellette la neige grâce à ses 6 bras et reçoit en échange des gants. Sur son t-shirt, on peut lire Takoyaki Wit, en référence à un navire qu'il a obtenu lors de sa couverture. Construit par les poissons-chais à du village d'Achimakinamazu, il sert désormais de boutique ambulante de takoyaki, le plat traditionnel japonais de poulpe frit. La double page couleur, quant à elle, présente un magnifique dessin en couleur de tous les pirates des rochers, accompagné de détails intéressants sur certains d'entre eux. Jabak est au premier plan Arboron, les mêmes couleurs que celle de la couverture de Jump il y a quelques semaines. À côté de lui, John avec les mêmes cheveux blancs que son zombie compte de l'argent, ce qui témoigne de son goût pour les trésors évoqués à plusieurs reprises. Puis, on aperçoit Barbe Blanche avec Stussy sur les genoux, soulignant l'écart de taille impressionnante entre eux. Gunzi, tout aussi imposant, semble presque aussi grand que Barbe Blanche lui-même, d'autant plus qu'il ne paraît pas être debout sur le canapé. Cela correspond bien au fait que son zombie soit lui aussi assez imposant. De plus, contrairement à son zombie aux cheveux noirs, il semble avoir les cheveux et la barbe roux. Je me demande donc si ses cheveux se sont dégarnis avec le temps ou si Oda a simplement changé d'avis par rapport à l'anime et au manga en couleur. Au-dessus d'eux, Shiki, grâce à ses pouvoirs, jette un regard en coin à Kaido. En dessous, Oku fait un doigt d'honneur à Barbel tout en tenant une bouteille d'alcool dans l'autre main. Curieusement, il a les cheveux verdâtres, ce qui correspondrait à la couleur des cheveux de Kibu, s'il est bien Caribou et le père de Caribou. Cela suppose que ce qui se trouve sur sa tête soit une coiffure étrangement stylisée et non un véritable reptile. À côté de lui, Marlon a les cheveux bleuâtres, tandis que l'énorme barbe a des cheveux jaunes, ce qui donne à sa tête l'air en feu. En dessous de lui se trouvent les derniers membres, dont Big Mom qui mange un gâteau entier avec Gloriosa, bien que sa part soit sur le point d'être dévorée par son serpent. Comme on l'a vu dans l'anime lors de l'épisode de God Valley, la jeune Gloriosa avait les cheveux bruns orangés. Pendant ce temps, il essaie représenté avec des cheveux aux reflets violacés, ce qui contraste une fois de plus avec son apparence dans l'anime et le manga en couleur, où il a les cheveux noirs. Enfin, au-dessus de lui, se trouve Ski brandissant sa hache argentée emblématique qui lui a donné son surnom. Ses cheveux sont gris en harmonie avec la couleur argentée de sa hache. Le chapitre s'ouvre sur différents lieux du monde, reflétant les changements culturels d'Alb. Le premier est une île tropicale avec de grandes palmières et des tours aux allures de Shinto, dont une tour d'horloge particulièrement visible sur la droite. Un lieu qui rappelle celui du chapitre précédent, avec sa tour d'horloge similaire. Je me demande donc si les deux ne seraient pas une seule et même chose. Derrière ceux qui consultent le journal, on aperçoit un homme et une petite fille qui échangent des ballons. Ayura Danisherd, un chef, connaît un grand succès dans son restaurant grâce aux fruits de mer d'Albe. Probablement ces poissons colossaux aperçus près des îles, notamment dans le chapitre 866. Plus loin encore, on voit Oumet vendre du bois d'Albe à un riche acheteur provenant de ces arbres gigantesques. Comme on le voit en arrière-plan, une seule grume occupe une grande partie du navire. Si vous vous souvenez bien, Mitt était l'un des parrains de la pègre présent dans la bande de Big Mom. Surnommé l'aimant du transport maritime, il disposait d'un réseau de transport étroitement lié au milieu criminel. De ce fait, outre le bois que l'on voit ici, qui semble provenir d'arbres ordinaires, ou du moins de petites branches de l'arbre d'Adam,
je ne serais pas surpris que Umid-E ait également contribué à écouler du bois de l'arbre d'Adam sur le marché noir. C'est ainsi que, bien plus tard, des individus comme Frankie se procureraient ce bois et pourraient construire le Thousand Sunny. Tout cela grâce aux efforts d'Harold pour libéraliser davantage le pays. Harold persiste dans ses efforts pour qu'Alb rejoigne le gouvernement malgré plusieurs avertissements. Aveuglé par sa propre vision, il affirme que c'est ce qu'elle aurait voulu, mais elle n'est plus là pour le conseiller. Comme elle l'avait déjà dit de son vivant, elle croit fermement à l'importance de préserver certains aspects de la culture d'Alb, et notamment leur fierté guerrière et leur engagement pour les causes justes. Lors de la transition dans le flashback, on aperçoit dès la première case plusieurs personnes postées devant la maison où Edida se repose, le médecin se tenant en premier juste à côté de la porte, prêt à intervenir en cas de besoin. On le voit mieux lorsque Harold sort accompagné de Hyoden et de Boy, de Mato inconsolable, et bien sûr de son équipage, Stanson Girth Goldberg et Rhodes. À leur côté se trouve Ripley Collin, gisant au sol, et tenant ce qui semble être Gaban dans ses bras. Au centre de cette page d'Ikamejinaï, on observe comment le père et ses deux fils expriment leur chagrin, chacun à sa manière. Yerwan laisse libre cours à ses émotions avec Mato et Rhodes, tandis que Harold, lui aussi, se met à pleurer mais se cache le visage, car il se doit de préserver les apparences en tant que roi. Loki, de son côté, reste silencieux dans sa cellule, pleurant toujours, mais refusant de laisser paraître ses larmes. Son traumatisme d'enfance l'empêche d'être lui-même, ce qui explique son attitude froide envers A, malgré le fait qu'elle la considère comme une mère. Bien sûr, elle en était parfaitement consciente. C'est probablement à cause de cette attitude qu'il a refusé d'expliquer pourquoi il avait incendié le village de Saki, ce qui lui a valu d'être emprisonné au pénitencier. Pour rappel, le pénitencier est le seul château situé dans le monde souterrain d'Alb, abandonné par la suite et utilisé par Rhodes pour abriter son royaume souterrain dans une pièce du château. Mais à cette époque, elle était encore utilisée et Loki y fut donc emprisonné. Revenons au présent, ou plutôt au passé, entre Sol et Harald. On aperçoit parmi les enfants de l'école ce qui semble être un jeune garçon à en juger par son casque. On remarque également la différence de taille entre un géant ordinaire, mesurant tout de même 19 mètres, qui paraît minuscule comparé à quelqu'un au sang de géante ancestrale comme Harold. Un an plus tard, on arrive à l'année où ce flashback a commencé 14 ans après. Après au moins un an, mais comme l'as du serviteur des dieux Shanks a mystérieusement disparu juste avant d'être promu chevalier divin, ayant judicieusement choisi de ne pas augmenter son abonnement, sans quoi il n'aurait pas pu revenir en arrière. Bien qu'il semblât encore éprouver le besoin de prendre la précaution de se débarrasser complètement de son bras, l'offre se porta alors sur Harald. Curieusement, cela semble sous-entendre l'existence d'un ordre d'entrée chez les chevaliers et la possibilité que des places se libèrent avec le temps, peut-être, en raison de l'absence de jeunesse éternelle et de la difficulté, malgré l'immortalité, à rejoindre les chevaliers. Ils accompagnèrent Harald jusqu'à Emu, qu'ils appelaient toujours Onei, le grand à l'instar des chevaliers armés de fusils. Emu, si haut perché sur son trône, dominait même Harald de toute sa hauteur. La marque de Harold fut améliorée, 2 formes de cornes y furent ajoutées. La marque initiale ressemblait un peu à un Jolly. Roger mais pivoté verticalement pour ressembler davantage au logo gouvernemental déjà aperçu au-dessus des étagères de la chambre froide de Marie-Joie comme mentionné précédemment et dans des images à connotation religieuse tout au long du récit. Cependant, nous avons remarqué que sur le bras de Shanks, il lui manque les cornes présentes sur les bracelets des chevaliers divins que nous supposons être leur symbole. En effet, ces cornes ajoutées font partie de la mise à jour. Je me demande donc à présent à quoi ressemblera la marque de Gertz avec le motif final. Le concept tout entier rappelle un pentagramme démoniaque
dont les propriétés magiques sont modifiées par l'ajout de détails. Cela confère désormais à Harold non seulement une puissance accrue, mais aussi l'immortalité et scelle le lien avec Emu en créant un abîme à Elbaf, ce qui a permis à Gonko et Shamrock d'atteindre l'île. Comme nous l'avons vu, ils ont ensuite créé un nouvel abîme sur une branche, et c'est ainsi qu'ils invoquent les Summers et les éliminent. En résumé, quiconque possède le pouvoir de l'abîme peut l'invoquer d'autres chevaliers divins ou gorus, mais cela requiert la présence d'une personne pour créer l'abîme ou l'avoir créé au préalable. C'est pourquoi Saturne voyage en personne. Il était intéressant de noter que cela semble confirmer que l'abîme lui-même, ou du moins sa création, ne fait pas partie des pouvoirs des lames servantes. Malheureusement, le nouvel abonnement d'Harold lui permet également d'être contrôlé par Emu, comme nous l'avons constaté avec Goko, qui avait perdu ses souvenirs. Lié à Brook les a brièvement retrouvés avant d'être de nouveau neutralisés par Emu. Curieusement, Gonko semblait déjà très loyal envers Emu avant même de devenir une chevalière divine allant jusqu'à être son servante. Je me demande donc si une fois de plus elle est une exception ou si elle subit un lavage de cerveau d'une autre manière grâce au pouvoir d'Emu. Je me demande également si la possession est exclusive aux Gursei à l'exception de Gonko. Car si Emma a contrôlé Harold ici, il reste à voir s'il prendra totalement le contrôle de lui, notamment au niveau des yeux, surtout vu le contrôle que Harold conserve sur sa voix. Incapable de résister à cette emprise, Harold tente désespérément de se sacrifier pour empêcher Elbaf de tomber sous le contrôle d'Emu, ce qui est probablement la grande catastrophe dont Summers et Emu parlent. Cela commence à expliquer pourquoi il a ordonné aux gardes de l'attaquer et de tenter de le tuer lorsque Loki et Yald sont entrés. Cela explique peut-être aussi pourquoi Loki a tué son père grâce à son acquis d'Irwaish. Loki était le seul capable de vaincre l'immortalité d'Harold et de le tuer définitivement, et personne d'autre n'en aurait été capable, même si cela aurait été déchirant pour Loki. Mais compte tenu de sa réputation, le pays n'aurait évidemment pas hésité à blâmer le pauvre prince une fois de plus. Du côté de Gavin et Shanks, ce dernier apprend l'existence d'Aid et le considère comme un petit frère, étant donné que Roger était son père. Mais plus intéressant encore, il pense que Ace pourrait devenir le prochain roi des pirates. J'imagine que Garb n'a pas précisé l'identité de l'enfant de Roger. C'est d'autant plus intéressant que beaucoup pensaient qu'Ace deviendrait le roi des pirates de la génération suivante, voire un nouveau Joy Boy. Sangoku lui-même a expliqué que l'ampleur de la guerre de Marineford s'expliquait par la nécessité d'éliminer Ace à tout prix, car il risquait de devenir la figure emblématique de la future génération de pirates. Et c'est une idée que Yamato a répétée à plusieurs reprises avant de comprendre que Luffy était celui dont parlait Oden. Finalement, comme Gabin l'explique ici, cette conception s'est avérée erronée. Et comme Barbe Blanche l'a dit dans son discours final avant de mourir, la volonté héréditaire n'est pas liée aux liens du sang, mais se transmet comme un flambeau, une flamme avec une attention particulière portée à Luffy dans cette page. Il est toutefois intéressant de penser que Shanks le pensait aussi. Peut-être que s'il se considérait comme l'enfant du destin, c'était parce qu'il était le fils de Roger avant l'arrivée d'Ace, mais il se pourrait aussi que cela ait une toute autre signification. Une théorie circule depuis un certain temps selon laquelle Shanks aurait initialement voulu donner le Komoe au fils de Roger, mais que finalement, Luffy l'aurait mangé et aurait décidé de parier sur lui, car il a été dit que Harold avec 45 ans de Hianjashkan, il était gâché de 9 ananas, ce qui signifierait que s'il était encore en vie, il aurait 154 ans. Cependant, puisqu'il est samouraï, il est ici de 1400, il devrait avoir des 40 ans
ai-je? Non, 44. À moins que je me trompe dans mes calculs, je me demande si Oda a fait une petite erreur ou s'il cherche à préciser son âge. Bref, pour revenir au début du flashback, comme nous l'avions supposé, Harold était manipulé par les gardes parce qu'il le leur avait demandé. Mais revenons à Shanks, il nous donne des détails plus précis sur les capacités débloquées par chaque contrat. Le contrat des Lames Divines en eau peu profonde signifie que celui qui porte la marque ne peut désobéir aux ordres des Mu. Cette impossibilité est toutefois limitée à la portée des pouvoirs de Mu, car sans télépathie, il ne peut les contrôler qu'à distance. De plus, Shang-Tsu, dépourvu de régénération, a pu se débarrasser de la marque, son bras étant incapable de se régénérer. Le contrat des chevaliers. Divin en eau profonde signifie que celui qui porte la marque ne peut toujours pas désobéir à Emu, mais peut désormais communiquer télépathiquement avec lui et les autres membres du réseau. Emu peut donner des ordres depuis n'importe où dans le monde, rendant ces ordres inévitables. De plus, ceux qui ont signé ce contrat deviennent capables d'invoquer le pentagramme abyssal. On ignore cependant si les lames serviteurs peuvent également utiliser l'abysse, mais seulement être incapables de le générer. Si la capacité de voyager dans l'abysse est exclusivement réservée aux chevaliers sauvages, et au rang supérieur. Je dis cela principalement parce que Killing a affirmé que seuls ceux qui portent une marque peuvent utiliser l'abysse. Mais je me demande s'il faisait référence à un membre de leur rang ou à toute personne portant une marque comme Shanks dans cet exemple. Et au-delà de ça, bien sûr, il n'y a pas seulement une force accrue, mais aussi l'immortalité. Il est important de noter que cette immortalité n'implique pas une jeunesse éternelle, puisque nous avons vu des chevaliers divins vieillir grâce au contrat des profondeurs abyssales. Concernant le contrat des profondeurs abyssales, Shanks ne nous donne aucun détail, mais nous pouvons supposer d'après ses propos qu'il confère le pouvoir de la jeunesse éternelle. En effet, tous les Goreis semblent ne pas vieillir, contrairement aux chevaliers armés, ce qui leur confère en quelque sorte une immortalité véritable et complète. Bien sûr, cela dépend de la volonté du grand ancien. De plus, je me demande si les transformations démoniaques sont également un avantage du contrat des profondeurs abyssales, d'autant plus que Goku Killingham et Summers possèdent tous des fruits du démon Shamrock ayant même un fruit sur sa lame. Les dieux, quant à eux, étaient tous des créatures démoniaques, simplement désignées comme telles sans mention de fruits du démon. Cela reste cependant une question ouverte. Enfin, il y a l'étrange exception de Goku, qui est resté fidèle à Emu, malgré un lavage de cerveau, même lorsqu'elle était encore une servante divine. Un chevalier divin. Se posait alors la question de savoir quel niveau permet une possession corporelle totale, car dans ce chapitre, Harold a son corps contrôlé, mais n'est jamais possédé directement par les murs. Il subit seulement un lavage de cerveau. Goku fait-il exception à ses larmes? Et si oui, pourquoi? Alors qu'il ne lui reste que quelques bribes de conscience, Harold ordonne à Loki de manger le fruit et de s'en servir pour le tuer comme nous le pensions, complètement sous l'emprise des Mu. Harold ordonne de verrouiller le château, ce qui explique pourquoi les gardes n'ont pas pu s'échapper et tentent d'empêcher Loki de manger le fruit. Emu, au contraire, souhaite que Harold s'en empare. On peut affirmer qu'il s'agit toujours de Harold, car son style de langage lui correspond et non à celui d'Emu, et il parle d'Emu à la troisième personne comme d'une entité distincte. Curieusement, il semble que Jabek ait également voulu faire manger le fruit à Harold de cette manière. Mais Jarro prévient que si Harold le mange et perd le contrôle, ce sera littéralement la fin du monde. Cela concorde à la fois avec l'ambition de Jabek de transformer le monde entièrement
et avec l'affirmation de Loki au début de l'arche, selon laquelle il est le fils du dieu qui apportera la fin du monde. Yold tente d'arrêter Harold, mais reçoit un coup d'épée à la tête, Harold révélant alors que c'était Jarl qui lui avait donné cette épée au départ. C'est un détail que beaucoup d'entre nous avaient déjà remarqué. Il y a plusieurs chapitres. L'épée plantée dans la tête de Jarl était la même que celle que Harold brandissait sur son tableau. Et en effet, c'était bien lui qui avait poignardé Jarl. Certains se sont demandé si cela était dû à une trahison d'Harold envers Albaf, tandis que d'autres ont pensé qu'il avait peut-être été manipulé. Mais d'une certaine manière, cette dernière hypothèse n'était pas si éloignée de la réalité. Il est possible cependant qu'après avoir été poignardé de cette façon, Harold ait souffert d'amnésie et ne se souvienne plus de ce qui s'est passé au château ce jour-là, à moins qu'il ne cache un secret à Loki sans raison valable. Le fait que Gaban fût également présent sans révéler le secret auparavant laisse supposer qu'il y avait peut-être un accord entre eux, alors que Shanks et lui interviennent pour tenter d'arrêter. Harold Shanks semble visiblement peiné de devoir frapper quelqu'un qu'il croyait bonne. En parlant de Shanks, je me demande aussi pourquoi il a accepté de vaincre Loki il y a 6 ans et pourquoi Loki a décidé de quitter Alb pour devenir pirate plutôt que de tenir la promesse faite à son père. Préférait-il peut-être laisser ce rôle à Yoden sans parvenir à le lui exprimer clairement? Shanks n'a-t-il jamais découvert toute la vérité sur Loki et ce qui est arrivé à Harald? On sait qu'il est assez Thunderay, mais pourquoi Loki s'est-il laissé enchaîner volontairement pendant 6 ans? Quoi qu'il en soit, Loki se dirige vers la réserve où le fruit du démon est caché apparemment dans un coffre. Derrière chez celui-ci se trouve un marteau que l'on peut supposer être le Ragnar. Le marteau de Loki est une fusion des mots Ragnarok, la fin du monde, et Molios, le marteau de Thor qui invoque le tonnerre. Cela se tient car Loki a en quelque sorte annoncé le début d'Albus Ragnarok avec un coup de foudre qui a embrassé l'Adamantry. On peut également le déduire du fait qu'il ressemble au Ragnar, alors que le marteau actuel de Loki est différent, et du fait que Harold a mentionné que nous prendrions le Delwit et le Ragnar, ce qui indique que les deux trésors sont conservés ensemble. Curieusement, si vous retournez au chapitre 1152, vous pouvez parfaitement apercevoir Ragnir derrière le coffre, mais peu de gens y ont prêté attention, le prenant sans doute pour une simple pierre en arrière-plan ou un élément du château. Mystérieusement, le marteau semble s'élever tout seul et se met à tournoyer comme pour attaquer Loki. Il est possible que quelqu'un tapis dans l'ombre l'ait saisi et lancé sur Loki. Mais la façon dont le combat est représenté semble presque suggérer que le marteau s'est soulevé du sol et a commencé à voler vers lui. À moins qu'il y ait quelqu'un enfermé derrière cette porte, déjà verrouillée par une chaîne et une clé, il semblerait que le marteau ait bougé tout seul. De plus, une bulle de dialogue à côté du marteau indique J, J, J. Il y a deux façons d'interpréter cela, soit il s'agit d'un effet sonore suggérant une rotation comme NOOM. Je peux le voir, mais je ne le connais pas. Du moins, pas à ma connaissance. On pourrait aussi y voir une voix comme un album de rires traditionnel tel que le Gia ou le Dohahati, là est interprété comme tel. Cependant, je crois davantage à l'hypothèse d'un effet sonore de rotation. Mais pourquoi le marteau bouge-t-il tout seul que ce n'est pas la première fois que des objets prennent vie dans ce monde? Car on sait que les fruits du démon peuvent être donnés à des objets inanimés, comme l'ont démontré les recherches de Vegapunk avec des exemples comme l'assaut le chien de chasse de Monsieur Forrest et l'épée Spam de Funfried. Cela ne peut toutefois se produire qu'avec les Zuon, car leur code génétique animal leur confère une volonté propre. Le même processus peut être reproduit par l'accent, puisque le bétail de Sukiyaki Bumuku est devenu Atanuki après avoir consommé un fruit d'une manière ou d'une autre. Donc si le marteau est réellement vivant, on peut supposer qu'il possède une vie propre, ce qui impliquerait qu'il ait consommé un fruit Zoan. Deux possibilités se présentent alors.
soit le marteau a accidentellement mangé le fruit légendaire d'Alb, soit il possède déjà un fruit distinct et le fruit légendaire se trouve toujours dans le coffre. Dans le premier cas, je me demande s'il serait possible de détruire un objet pour obtenir son fruit. Revali n'a tout simplement pas mangé le fruit, mais a gardé le marteau qui le contenait. Mais dans ce dernier cas, ce serait probablement beaucoup plus simple et direct. Après tout, que Ragnar semblait capable d'invoquer la puissance du tonnerre, déchaînant un éclair gigantesque qui a embrassé l'arbre atomique. Et il y a donc de fortes chances que le pouvoir de Ragnar soit lié à la foudre. Cela ressemble à une sorte de zoo mythique, car il est fort probable qu'il ne s'agisse pas d'un zoo anal et il doit s'agir d'un zoo pour que Ragnar soit en vie. Mais il est difficile d'établir un lien avec la mythologie nordique, étant donné que tous les mythes de la foudre sont liés à Thor. Et il serait étrange que Oda attribue le fruit de Thor au marteau, alors qu'il préfère généralement s'en tenir à des créatures mythiques plutôt qu'à des créatures humanoïdes, bien qu'il y ait quelques exceptions comme le Bouddha. Donc cela pourrait toujours être comme Thor. Peut-être pourrait-il être lié à Loki, qui, entre autres, est considéré comme le père du mythique Fenrir de Inferger. Et ça, c'est d'où il serment ou dash lu ou bash yarosh mangander dash bash dans la mythologie nordique. Ainsi peut-être que Ragnir pourrait être un Fenbag, comme un chien ou un animal de compagnie fidèle pour lui. Mais le Jormungandr pourrait aussi constituer une piste intéressante. Certains ont émis l'hypothèse que le fruit mythique de Loki pourrait être lié au Jormungandr, étant donné sa mythologie Ashab, qui l'associe à la ligne rouge. Et donc, par le biais de Harley à l'association avec le serpent Hobbit impliqué dans la destruction du Premier Monde, ce qui corroborerait l'affirmation réitérée dans ce chapitre. Il existait déjà des liens entre Loki et le Jormungandr et dans l'histoire, comme le fait qu'il soit né avec des yeux de serpent ou l'idée de détruire le monde. Ce lien pourrait donc être encore plus profond. On a l'impression d'être sur le point de découvrir la véritable nature de ce fruit. Et si Ragnar possède lui aussi un fruit tout aussi puissant doté d'une volonté propre, et si une question demeure en suspens après ce flashback, quel sera ce fruit?